Bonsoir, bonjour, et nous sommes, il est que 13 heures d'ailleurs, nous sommes toujours le 6 août 2014. Je voudrais évoquer une période que j'appellerais zodiacale, qui s'est située entre 1977-78 et 1982. Je me dirais que c'est ma période zodiacale, parce que j'ai publié pendant cette période-là, en 79, Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau. J'ai publié ensuite le grand livre du Sagittaire chez Chou, avec Solange Dessagne. Ça a été réédité à plusieurs reprises d'ailleurs, puisque là j'ai une édition de 2006. Mais c'est paru en 81, je crois. Et puis il y a eu aussi les signes zodiacaux de la collection chez Solar, où je dirigeais une équipe avec Catherine Aubier, Marguerite de Bismont, Brigitte Chéret et Françoise Collin. Une équipe. Voilà. Donc, il y avait Yvan Hautenin-Girard qui avait fait les 3 premiers signes. Et puis après, on m'avait passé le relais. Et j'avais rédigé d'ailleurs les introductions de certains ouvrages de cette collection que je dirigeais moi-même. Donc, j'ai fait l'introduction aux poissons, l'introduction aux lions, et probablement d'autres aussi. Et puis cette collection est ressortie quelques années plus tard chez France Loisirs en 1992. Donc c'est une période zodiacale, un petit peu particulière dans mon parcours, qui donc se situe entre le congrès sur l'ère du Verseau de 77, qui a abouti donc à la publication de ce gros collectif qui rassemblait quand même le gratin des astrologues, c'est un ouvrage collectif sur l'ère du Verseau. Et puis ensuite, donc, j'ai participé à cet autre collectif chez Chou, donc, où les gens qui écrivaient sur les signes devaient être de ce signe. Et puis, dans la foulée, j'ai également été amené à continuer le travail de la collection Hautenin-Girard, qui était un astrologue humaniste, lui, alors que la collection chez Chou était plutôt conditionnaliste, et beaucoup de collaborateurs de Jean-Pierre Nicolas. Et bon, voilà, donc c'était en gros il y a une trentaine d'années, 35 ans. Et j'étais entré dans ce jeu, en effet. On pourrait regarder cette période-là, c'est ce qu'on appelle la période zodiacale de Jacques Heilbronn, dont je ne suis pas spécialement fier, et qui correspond à une façon assez encore classique de parler d'astrologie, avec le rapport entre les signes et les 4 éléments. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est l'importance de la symbolique. Par exemple, dans le livre sur le Sagittaire, que j'ai fait avec Solange Dessagne, tous ces ouvrages étant de 5 ans des ouvrages de collaboration, eh bien, dans ce livre-là, je travaille sur la symbolique du centaure, de l'archer. Et donc il y a une sorte de syncrétisme entre le symbole du signe, l'élément, la planète, la maison. Tout ça est fait un continuum. Et il est clair que à ce stade-là, en fin de compte, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas parce que j'ai écrit certaines choses il y a 35 ans que je les assume pleinement aujourd'hui. Ça, c'est le grand problème pour les gens qui écrivent, c'est que on leur dit mais vous avez écrit ceci ou cela. Ben oui, j'ai peut-être écrit ceci ou cela, mais je ne suis plus dans cette démarche. Il y a, là je vois par exemple la maison 5, le lion, voilà. Bon. Il y avait à cette époque-là donc une sorte de règle du jeu qui consistait à faire converger, justement, c'est là qu'il y a un trait,
faisait converger toutes les divisions astrologiques. On crée Alors c'est intéressant, parce que l'astrologie n'a pas tellement créé de passerelle entre elle et d'autres disciplines, mais en revanche, elle a créé des passerelles entre ces différentes composantes. Ce n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, parce que cette unification du savoir astrologique ne correspond pas à la réalité historique. Je ne suis pas sûr que ce soit positif, parce que ça empêche justement de déconstruire l'astrologie et d'en isoler et de situer les différentes composantes dans le temps, au lieu de les considérer dans une sorte d'espace synchronique d'un seul tenant. Là, c'est structuraliste. Et cette façon structurelle, un mot qui était très à la mode à l'époque, je crois que Tristan du Chausseau aussi parle d'une astrologie structurelle, et puis également Sylvain Lafuente qui était d'ailleurs avec lui. Et puis il y a aussi des astrologues liés à Carteret, comme Joël de Gravelaine, Jacqueline Aimé, bon, Jean Carteret évidemment. Et donc, cette approche structurelle qu'on retrouve aussi quelque part chez Jean-Pierre Nicolas et chez Patrice Guinard, etc. C'est une approche qui renonce ou qui reconnaît son incapacité, son impuissance à revenir dans le passé, à resituer la genèse des choses. Et donc, au lieu de déterminer des strates successives, on va déterminer des fonctions parallèles et complémentaires. Et c'est parfois beaucoup plus accessible de faire un travail de répartition des fonctions et des significations au sein d'un ensemble que de déterminer dans quel ordre ces différents volets de l'astrologie se sont succédés, se sont combinés. L'être humain a beaucoup plus de facilité à cerner l'espace que le temps. Bien que, effectivement, les êtres humains les plus avancés, les plus évolués, sont ceux justement qui ont rapport avec le temps. L'historien, le chercheur, sont des gens qui sont capables de voyager dans le temps. Mais l'homme de la rue, le vulgum pecus, lui, il est beaucoup plus à son aise dans l'espace. Et d'ailleurs, j'en donnerai pour preuve le fait que les gens ont des connaissances géographiques souvent beaucoup plus solides que les connaissances historiques. Ils vont pouvoir vous situer tel pays par rapport à tel autre pays sur une map monde, alors qu'ils auront beaucoup de mal à situer dans le temps, siècle par siècle, décennie par décennie, les événements qui se sont succédés dans le monde, et même tout simplement dans un pays donné, même celui qu'ils connaissent comme la France. Donc, tout le monde n'a pas une familiarité, une aisance à circuler dans le temps, et à situer les choses dans le temps, et à les resituer dans le temps. Parce que parfois, ça n'est pas... Il faudrait distinguer aussi les gens qui apprennent, qui ne font qu'apprendre ce que les historiens ont fait, et les chercheurs qui eux-mêmes contribuent à reconcevoir et reconsidérer les chronologies, qui ne sont pas forcément définitives, loin de là. Il y a là un clivage intéressant sur le plan cognitif, et il faudrait voir jusqu'à quel point, il faudrait voir aussi sur le plan neurologique ou neurobiologique, quelles sont les fonctions qui sont à l'œuvre quand il s'agit de travailler dans l'espace, de répartir les choses dans l'espace, et celles qui sont à l'œuvre quand il s'agit de les répartir dans le temps. C'est un point intéressant. Donc pour revenir à nos travaux singulièrement importants finalement, nous avons participé à une dynamique collective à trois reprises dans l'espace de quelques années,
la dynamique concernant l'ère des Verseaux, la dynamique concernant la collection solaire et la dynamique concernant la collection Chu. Et il est clair qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je ferai les choses de cette façon, pour différentes raisons. Et une des premières raisons, c'est que je crois que là, nous avons affaire, en fin de compte, à deux zodiaques. Le lion, par exemple, c'est pas la même dynamique que les poissons. Par exemple, ils avaient redessiné, quand ils ont ressorti chez le France Loisirs, ils ont redessiné la page de couverture. Alors, on n'a pas eu le succès de la collection du Seuil, mais quand même, et qui était paru dans les années 50, qui continue à apparaître d'ailleurs. Le lion fait partie du tétramorphe, là. Donc il fait partie du tétramorphe dont j'ai parlé d'ailleurs à propos de la souris chinoise tout à l'heure, avec l'aigle, le taureau et l'homme. Et c'est un zodiaque qu'il faut distinguer complètement du zodiaque des 12 mois de l'année, qui lui est carrément tropicaliste. C'est-à-dire qui est, et encore, on pourra en discuter, puisque les 12 mois de l'année sont liés à des conjonctions Soleil-Lune, qui ne coïncident évidemment pas avec les équinoxes et les solstices. Mais néanmoins, c'est quand même un zodiaque qui est très très proche, d'après sa symbolique, qui est très en accord, quelque part, avec le cycle des saisons. Bon, jusqu'à un certain point. Mais, avec cette exception majeure, qui est celle des 4 signes fixes. Parce que les 4 signes fixes, finalement, nous font passer du 8 au 12. Si vous enlevez les 4 signes fixes, vous avez 8 signes. Et 8 signes, ça nous renvoie à une problématique du 8 en astrologie. Et il est possible que, lorsqu'il s'est agi d'aligner certaines symboliques sur les 12 mois de l'année, on ait combiné, amalgamé 2 séries symboliques sur le saison. La série des 8 signes zodiacaux correspondant aux saisons. Et le 8 est important. On peut très bien, d'ailleurs, je crois que les Chinois, c'est ce qu'il faut. On peut très bien diviser les saisons en 2 et non pas en 3. Et la division en 3 ne m'a paru jamais très claire. On sait aussi qu'il y a un système des 8 maisons. Donc, c'est une hypothèse que je lancerai comme ça, mais je pense que une des grandes problématiques de l'histoire de l'astrologie, à un moment donné, a été d'aligner le 8 sur le 12. Les 8 maisons sur les 12 signes. Les 8 signes sur les 12 signes, sur les 12 mois. Hein, les 12 mois de l'année, il fallait les relier avec des animaux, avec des... Bon. Et à mon avis, à ce moment-là, on a dit, tiens, eh bien on va rajouter, pour faire bonne mesure, les 4 signes correspondant à des forces particulières, n'est-ce pas, que sont le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. On va les rajouter aux 8, à un autre zodiaque à 8 bases. Donc on a un zodiaque à 12 signes serait l'addition d'un zodiaque à 8 signes plus d'un zodiaque à 4 signes. Et je en veux pour preuve, donc, effectivement, que le lion, quand même, est un cas tout à fait remarquable, parce qu'on aura beau dire, mais autant on pourrait discuter concernant le taureau, etc., et même l'aigle, parce que, quelque part aussi, bon. Mais dans le cas du lion, visiblement, il y a eu quelques exceptions de lions apprivoisés, etc., pour la chasse notamment. Mais globalement, le lion appartient à une toute autre logique
que les animaux des almanachs. Hein. Quand on regarde les très riches œuvres du duc de Berry ou les 12 représentations des mois de l'année, dans le calendrier des bergers ou ailleurs, on ne voit pas de lion. Bon. Donc ça montre bien que le lion, c'est un élément étranger à ce système. Hein. Et même, oui, bon. Donc en fin de compte, il y a une espèce de syncrétisme assez compliqué, dont j'ai déjà parlé, mais dont je peux encore parler, puisqu'on parle du zodiaque dans cette petite émission. Syncrétisme entre une symbolique saisonnière, mais qui est fondée sur d'autres critères que la symbolique des almanachs. Par exemple, les Gémeaux, qui appartiennent donc à ce premier groupe, au groupe des 8, ce qu'on appelle les 8 signes, les Gémeaux, ça correspond au printemps, aux amours. Le Bélier, ça correspond à la période où l'on tond les animaux, où l'on tond le mouton. Le porc, qui a disparu du zodiaque, mais qui probablement est resté à travers la symbolique du centaure, de l'archer, qui est donc l'homme qui est chargé d'une arme. Les ciseaux qui permettent de couper la toison du mouton ne sont pas là pour le blesser. Et ils sont exactement diamétralement opposés. La scène du mouton dont on coupe la toison est symétriquement opposée à la scène où l'on tue le cochon avec une arme, donc avec une arme contondante. Donc on est dans un contexte automnal, cette fois-ci, martien, où il s'agit de tuer l'animal, et on tue aussi le taureau. Mais alors là, justement, alors là, le problème qui se pose, c'est que le taureau, lui, on le met au printemps, et le porc, dans les almanachs, on le met, ce qui est logique, à l'automne. Comment expliquer cela? Et moi, j'explique cela par la pression des équinoxes. Et c'est pour ça que je dis que le système initial des 4 animaux de ce type, hein, les tétramorphes, ce qu'on appelle en hébreu les chayot, les êtres vivants, comme dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, et dans le monde, dans la carte Le Monde, et dans les cathédrales, bien entendu, avec les évangélistes, eh bien, le taureau est un animal de sacrifice qui appartient à l'automne, et l'aigle qui a disparu du zodiaque, tout comme le cochon d'ailleurs, par ailleurs, appartient au printemps. Hein, on dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Les oiseaux incarnent justement le printemps. Et il n'y a aucune raison donc de situer l'aigle, comme le voudrait Volgin, à l'automne, bien qu'il y ait une constellation qui correspond à cela. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le zodiaque, les 4 animaux du zodiaque qui ont été rajoutés aux 8 autres animaux, correspondent à un système saisonnier qui est décalé à 180 degrés de celui qui correspond aux saisons. Donc ça nous permet de penser que le zodiaque tel que nous connaissons, du moment qu'il intègre le lion, le taureau notamment, il est ancien de 12 000 ans, puisque 12 000 ans c'est la moitié du temps qu'il faut pour un cycle précessionnel. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire en gros sur le zodiaque. Il y a pas mal de choses à dire dans cette conversation un peu à bâton rompu.